Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la théorie de la nouvelle économie keynésienne concernant la politique monétaire. Fin des années 70, des économistes rejettent l'analyse de la nouvelle économie classique. Ils cherchent à retrouver certains résultats keynésiens tout en prenant des éléments de la nouvelle économie classique. C'est ce qu'on va appeler la nouvelle économie keynésienne, NEK. Ces économistes partent du principe que si les prix s'ajustaient rapidement, instantanément, eh bien l'analyse de la nouvelle économie classique s'appliquerait. Le moteur de l'économie serait effectivement OG et cette économie convergerait vers un équilibre. Dans ce cas, les relances monétaires seraient inefficaces, sauf en cas de surprise monétaire. Mais si surprise il y a, confiance il n'y a plus, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc la Banque centrale devra mener une politique inflationniste pour réguler tout ça. Ça, c'est le point de départ. Si les prix s'ajustent rapidement instantanément, l'analyse de la NEC est vraie. Cependant, dans la réalité, les prix s'ajustent, certes, mais lentement. Il y a une viscosité des prix. Le moteur de l'économie devient donc DG, la demande globale, et une insuffisance de demande globale entraîne une production faible, donc N faible, donc un nombre de travailleurs faible, et par conséquent un chômage élevé. Dans un premier temps, nous allons voir d'où vient la viscosité des prix. Cette viscosité vient tout d'abord des coûts de catalogue. En théorie, les entreprises ont intérêt à ajuster instantanément leurs prix en cas d'excès d'offres, donc BCP s'ils ont trop produit, ou si en cas d'excès de demande, il faudrait augmenter P pour ajuster et pour effectivement que OG égale DG. En pratique cependant, ces ajustements de prix sont lents car ils comportent des coûts. Il faut changer les étiquettes des rayons, réimprimer les menus, les catalogues, il faut renégocier les prix avec les clients, etc., etc. Il y a des coûts et ça prend du temps. La nouvelle économie keynésienne suppose aussi que la concurrence sur le marché des biens est imparfaite. Ainsi, les entreprises s'observent les unes les autres avant de changer de prix, ce qui entraîne un allongement des délais d'ajustement. Les entreprises regardent, est-ce que mon voisin, est-ce que mon concurrent, il va augmenter ses prix, dans quelle proportion, parce que je suis pas trop sûr, donc moi je vais attendre un peu aussi. Et avec les coûts, on arrive à un délai d'ajustement. Et donc, on arrive à une viscosité des prix. Et du fait de cette viscosité, les ajustements de prix dépendent des rattrapages, c'est-à-dire de l'observation que font les entreprises entre elles, et du rattrapage plus tard, donc j'ai pas assez augmenté, je vais augmenter plus tard, et des anticipations d'inflation. Les ajustements vont dépendre énormément des anticipations d'inflation. L'entreprise va fixer P d'autant plus haut qu'elle anticipe une inflation élevée. Si il anticipe une inflation forte, il va mettre un prix fort, un prix élevé. Et cela nous amène à dire que l'inflation est en partie un phénomène autoréalisateur. Phénomène autoréalisateur. C'est-à-dire que, par exemple, si on anticipe une inflation élevée, comme ici, eh bien on va mettre des prix élevés. Dans ce cas, effectivement, l'inflation aura été forte. On a anticipé une inflation forte, et finalement, par nos actions, on a créé cette forte inflation. C'est un phénomène autoréalisateur. Ainsi, une part importante de la politique monétaire de la Banque centrale passe par sa communication pour tenter d'orienter les anticipations des agents. Cette communication dépend de la crédibilité, encore une fois on revient à ça, de la Banque centrale. Et donc, cela, je vous renvoie encore une fois à la vidéo précédente sur le modèle de Kydland et Prescott, qui dit que si les banques centrales font des surprises monétaires, les agents ne vont plus écouter leurs prédictions et vont faire leurs propres prédictions, un peu à contrario de celles de la Banque centrale, et donc les politiques monétaires ne marchent plus. Ainsi, lorsque la Banque centrale veut faire baisser l'inflation, veut réduire l'inflation, elle annonce à l'avance une politique monétaire de rigueur. Elle annonce une politique de rigueur.
les entreprises vont donc anticiper, les entreprises anticipent que l'inflation sera faible, donc elles vont ajuster leur prix, elles vont ajuster faiblement leur prix à une faible augmentation de P. Et donc effectivement, l'inflation est faible, phénomène autoréalisateur. Et à l'inverse, lorsque la Banque centrale souhaite augmenter l'inflation, elle va annoncer à l'avance une relance monétaire, donc on va mettre de l'argent, de la monnaie dans l'économie. Les entreprises, suite à cette annonce, vont anticiper que l'inflation sera forte. Ils vont donc ajuster leur prix fortement à la hausse. On aura donc une inflation effectivement forte. Phénomène autoréalisateur. On estime que l'inflation sera forte, on fait des actions dans ce sens, donc l'inflation était effectivement forte. Évidemment, si la Banque centrale n'est pas crédible, tout cela ne marche pas, puisque les entreprises ne feront pas confiance à la Banque centrale, et vont donc anticiper des taux d'inflation différents de ceux annoncés. Et à partir de là, les politiques monétaires ne marchent plus. C'est ce qu'annonce le modèle de Killand et de Prescott. Maintenant que nous avons vu d'où venait la viscosité des prix, et le phénomène parfois autoréalisateur de l'inflation, suite notamment aux annonces de la Banque centrale, voyons voir l'efficacité de la politique monétaire selon la nouvelle économie keynésienne. Selon ces économistes, les relances monétaires permettent d'augmenter les encaisses réelles. Qu'est-ce que sont les encaisses réelles? Les encaisses réelles, M divisé par P, donc la masse monétaire divisée par le prix, représentent le pouvoir d'achat de la monnaie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 euro, etc. C'est le pouvoir d'achat de la monnaie. Les encaisses réelles. Partons, encore une fois, de l'équation extrêmement importante qu'il faut connaître par cœur sur le bout des doigts, MV égale PY, avec V supposé donné. Eh bien, du fait de la viscosité des prix, une augmentation de M va entraîner certes une augmentation des prix, comme on l'a vu avant, puisque les entreprises vont anticiper une inflation forte, donc ils vont augmenter leurs prix, donc effectivement il y aura de l'inflation. Mais cependant, cette augmentation de prix sera en proportion plus faible que l'augmentation de la masse monétaire. Et donc, à partir de là, il va falloir que Y augmente pour que l'équation reste vérifiée. M augmenté par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple de 10%, les prix ont augmenté de 5%, mais il faut que Y augmente aussi de 5% pour que l'équation reste vérifiée. Voilà. Mais quels sont les mécanismes économiques derrière tout ça? Parce que je vous ai balancé ça comme ça, maintenant voyons voir un peu pourquoi. Eh bien, on sait maintenant qu'un des facteurs de la consommation sont les encaisses réelles. La consommation, la fonction de consommation, dépend notamment maintenant des encaisses réelles et d'autres choses, la proportion marginale à consommer, tout ça. Mais là, c'est pas notre propos. Mais ça dépend, voilà, des encaisses réelles M sur P, entre autres. Et donc, si les prix étaient parfaitement flexibles, si P est flexible parfaitement, donc ce que supposent un peu les classiques, la nouvelle économie classique, eh bien, effectivement, une augmentation de M entraînerait une augmentation de P dans les mêmes proportions. M sur P resterait donc les encaisses réelles resteraient inchangées. Il n'y aurait donc pas d'impact sur C et donc sur la demande globale. Voilà. Effectivement, si les prix s'ajustent instantanément comme il faut, eh bien, voilà, j'augmente M de 10%, bah, le prix va augmenter de 10%. Voilà. Sauf que, on a dit que les prix sont visqueux. Les prix sont visqueux. Et donc, une augmentation de M va entraîner une augmentation de M sur P, puisque les prix certes vont augmenter, mais dans une proportion moindre que l'augmentation de M. Donc au total, nous avons M sur P qui augmente. Dans ce cas, la consommation va augmenter, puisqu'on peut acheter plus, le pouvoir d'achat de la monnaie aura augmenté, donc on pourra consommer plus. Si on peut consommer plus, la demande globale DG augmente. Et donc, si la demande globale augmente, nous sommes dans un modèle keynésien, nous sommes dans un modèle de demande. Dans ce cas-là, si la demande augmente,
eh bien, la production va suivre, on va produire plus. Si on produit plus, on a besoin de plus d'employés pour produire plus, donc N va augmenter. Mécaniquement, le chômage va baisser. Et ici, voilà, petite parenthèse, il y a un débat dans les économistes de la nouvelle économie keynésienne. Certains disent qu'à long terme, cette politique va entraîner de l'inflation. A l'inverse, d'autres vont dire, peu importe qu'à long terme ça entraîne de l'inflation, puisqu'on n'arrive jamais à long terme et qu'on est tout le temps dans un cycle de court terme. Voilà, parenthèse fermée. Voilà, il y a un débat, c'est voilà. Bon. Et la conclusion, c'est donc de dire que la politique monétaire est efficace et doit viser à la fois stabilité des prix, donc éviter une inflation de 10 milliards de pourcents, donc stabilité des prix, et en même temps, elle doit permettre de relancer l'activité économique. C'est ce qu'on appelle la règle de Taylor. Règle de Taylor, stabilité des prix, relancer l'activité économique. Maintenant, autre partie, on remarque que certains auteurs de la NEK sont sensibles au problème d'incohérence temporelle. C'est-à-dire que, pour eux, il faut quand même fonder la crédibilité de la Banque centrale sur une politique de règles. Parce qu'on rappelle que selon le modèle de Kydland et de Prescott, si la Banque centrale fait des surprises, c'est certes efficace, mais une fois, deux fois à la limite, mais après, les agents ils vont se dire, attends, à chaque fois la Banque centrale elle fait n'importe quoi, elle nous annonce des trucs, elle fait l'exact opposé, bon on va plus la croire, on va, c'est pas, décrédibiliser la Banque centrale. Et donc, il faut éviter les surprises monétaires selon ce modèle. Et, s'il y a des règles, si on pose des règles strictes, il n'y a pas de surprise, donc il n'y a pas d'incohérence temporelle. C'est ce qu'on va voir. Et nous sommes donc dans l'hypothèse selon laquelle la monnaie est endogène. La politique monétaire va donc passer par la fixation du taux directeur de la Banque centrale, IMBC. La Banque centrale va donc devoir fixer IMBC de façon à combiner un objectif d'inflation et un objectif d'activité économique. Règle de Taylor. Oh, excusez-moi pour mon écriture qui s'empire de vidéo en vidéo. Voilà. Et donc, on va obtenir une équation. Alors je préviens, au premier coup d'œil, ça pique un peu l'équation. Enfin, ça va après, bon. Mais, voilà. On a donc que le taux directeur de la Banque centrale, IMBC, va être égal à l'inflation, plus au taux d'intérêt réel, au taux d'intérêt voilà, réel, qu'on va obtenir sur le marché interbancaire, plus 0,5 multiplié par l'inflation, moins la cible d'inflation, donc moins ce que la Banque centrale espère obtenir comme inflation, plus 0,5 multiplié par ln de y, moins ln de y bot. Le pourquoi du comment, je sais pas trop, mais on admet que c'est le cas. Voilà, on va admettre que c'est le cas, on cherche pas à comprendre. On a cette superbe équation. Bon. Et bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, si jamais on voit que si l'inflation est égale à la cible d'inflation, donc si la Banque centrale, par exemple, visait 2% d'inflation, et qu'effectivement l'inflation est bien de 2%, et que Y, donc la production, est égale à Y pot, c'est-à-dire au maximum de production que l'on peut obtenir compte tenu des rigidités, du marché du travail, hein, eh bien on va obtenir une équation, puisque ça, ce sera égal à 0, ça, ce sera égal à 0, et donc on obtient que IMBC, le taux directeur, est égal à l'inflation plus au taux d'intérêt réel. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on avait vu, l'équation de Fisher. Et donc à partir de cette équation de Fisher, avec une petite transformation, on obtient que le taux d'intérêt réel, donc à partir duquel on va raisonner,
c'est égal à IMBC moins la cible d'inflation moins l'inflation, puisque les deux sont égales. Voilà. Et donc, si jamais l'inflation est supérieure à l'inflation attendue, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il y a trop de création monétaire. Et donc, s'il y a trop de création monétaire, il faut chercher à faire baisser, et il faut chercher à faire, pas baisser, à augmenter justement le coût du crédit, donc à augmenter R étoile, pour que les banques prêtent moins de crédit. Or, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, la Banque centrale va décider d'augmenter le coût de refinancement, donc elle va augmenter IMBC. Voilà. Donc, s'il y a plus d'inflation que d'inflation attendue, on réduit la création monétaire en augmentant IMBC. Si jamais la production du pays est inférieure à la production maximale que l'on pourrait obtenir via les rigidités du travail, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation, dans celle-là, il y a un prix, un SMIC, ici un prix plancher, cependant on ne produit que ça. Voilà, c'est notre production. C'est possible si jamais il n'y a pas assez de demande. Et dans ce cas, s'il n'y a pas assez de demande globale, parce que nous sommes dans un modèle keynésien, on rappelle, hein, donc ça intervient en dernière étape, le marché du travail. Donc s'il n'y a pas assez de demande, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut baisser R. Et donc pour baisser R, pour baisser le coût du crédit, eh bien on va baisser le coût de refinancement des banques. Donc on va baisser IMBC. Voilà, nous avons vu dans la vidéo précédente et dans cette vidéo les théories classiques, néoclassiques, monétaristes, nouvelle économie classique et la nouvelle économie keynésienne sur ce qu'ils pensent des politiques monétaires. Donc on rappelle que pour les classiques, les politiques monétaires, ce n'est pas pour toutes les théories classiques, hein, les politiques monétaires ce n'est pas bien, ça fait juste augmenter de l'inflation à long terme. Pour certains ça peut être utile à court terme, mais dans tous les cas à long terme il y a de l'inflation. Et ça peu importe les mécanismes à l'intérieur. Pour les keynésiens, en revanche, et encore une fois, peu importe les mécanismes, les relances monétaires, c'est bien parce que ça permet de faire augmenter, ça permet de relancer la demande globale, à moins que ça tombe dans une trappe à liquidité ou que la Banque centrale soit décrédibilisée. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous souhaite de bonnes révisions pour le DST qui arrive.